la data intégration, donc on a toujours besoin de développeurs qui savent manipuler la data. Parce qu'on reçoit la data d'une façon, on va dire, avec des formats hétérogènes, et au fond qu'on les intègre dans un système, soit base de données, soit un data lake, un lake house, n'importe quel système de stockage, qui va d'une façon structurée et simple à utiliser. Et le rôle aujourd'hui qui s'occupe de cette partie-là, on appelle le data engineer. D'accord. Pour te dire, c'est que même si je suis responsable ou manager, je touche toujours à la technique. Donc, je cherche sur Internet, je veux lire un fichier, je veux lire un fichier avec le langage que je veux, Scala, Python, et je fais copier-coller, je teste, ça marche. Donc ça me prend 5 minutes, et je trouve le bout de code dont j'ai besoin. Wow. Donc à l'époque, c'était un peu plus compliqué, ça me prenait plus que 5 minutes. Après, avec le temps, on commence à apprendre un peu, jusqu'à 80% les instructions du langage, mais il va toujours nous manquer 20%. Et en plus, quand ça s'améliore et il y a toujours des nouveautés, toujours des nouvelles versions, quand à chaque fois on change des instructions, on rajoute des fonctionnalités. Donc on ne va jamais maîtriser et apprendre par cœur toutes les instructions du langage. Donc, au lieu d'apprendre le langage, il faut apprendre à chercher sur le langage. J'ai passé un entretien à l'époque et on m'a demandé de développer. Il m'a donné son PC, celui qui m'a interviewé, et il m'a dit, je veux développer une fonction qui fait ça, voilà le projet, on a déjà un projet. J'ai regardé le truc comme ça, je lui ai dit, ok, c'était en C# en plus. Je dis ok, j'ai fait copier-coller une fonctionnalité qui existe déjà, j'ai changé le nom, j'ai mis quelques paramètres, je lui dis voilà. Après lui, il m'a dit ouais, alors déjà t'as eu le bon réflexe de capitaliser sur quelque chose qui existe, donc tu fais copier-coller vite. Donc je l'ai fait en deux minutes quoi, j'ai fait le truc en 2 minutes, je lui dis voilà. Mais par contre, j'aurais pas le temps de tout tester. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit bon, on sera une équipe centrale, tout le monde va dépendre de cette équipe. On est une équipe qui communique avec beaucoup de projets différents. Donc je me suis plus concentré sur les chefs de projet. Les chefs de projet devraient être des vrais chefs de projet qui sont bons en management, en gestion de projet, soit Cyclone V et en Scrum, qui ont déjà fait du Scrum. Donc c'était ça mon premier critère. Après, pour les membres de l'équipe, les autres membres, c'est le mindset. Est-ce qu'ils ont le mindset d'un développeur déjà? Par exemple, pour les développeurs. Le recetteur, est-ce qu'il a le mindset? Je parle pas de techno, je parle pas de compétences techniques. Je parle vraiment du mindset. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée à la fois aux formations et Success Story Data. Je suis Charlotte Pimon, Data Scientist. Avec Émilie, qui est à la fois mon amie et mon associée, nous avons décidé de créer Data Academy pour fournir des formations autour de la data et des technologies connexes, notamment DataIQ, qui est une plateforme de data science, des langages de programmation dont Python, des outils de versionning dont Git et aussi des outils de data analyse dont Power BI et Tableau. À côté de cela, nous avons également cet espace d'échange avec des spécialistes de la data, qui est notre chaîne de podcast. Bonjour Émilie, bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Émilie, bonjour Charlotte, et merci aussi de m'avoir invité. Et j'apprécie en fait d'avoir une opportunité dans laquelle je peux partager un peu mes idées, mon expérience, potentiellement aussi mes compétences. Donc vraiment, merci pour cette invitation. Super. Alors Mohamed, pour débuter, est-ce que tu pourrais déjà te présenter brièvement pour les personnes qui te découvrent dans ce podcast? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mohamed Samawal. Je suis aujourd'hui responsable de la plateforme data sur Azure chez le groupement Les Mousquetaires. Donc, ceux qui ne connaissent pas le groupement Les Mousquetaires, c'est un groupement de plusieurs enseignes, à savoir Intermarché, Netto, Bricomarché, etc. Et je travaille surtout en fait sur la partie cloud Azure et je m'occupe de tout ce qui est data intégration dans Azure. Donc mes équipes en fait elles travaillent sur la récupération et la collecte des données depuis les sources et de la mettre à la disposition des data analysts, des data scientists pour des usages, des projets sur la plateforme Azure. D'accord. Et est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi le métier d'un intégrateur aujourd'hui? Alors quand on parle d'intégrateur, il y a l'intégrateur solution.
l'intégrateur solution, c'est quelqu'un qui maîtrise une solution et qui est capable en fait de l'intégrer dans un système d'information existant. Et quand je dis système d'information existant, c'est de l'intégrer dans toutes les briques technologiques ou techniques dans le système d'information pour que toutes les applications permettent en fait de faire la communication et les échanges de données. Et le rôle de cet intégrateur, en fait, c'est de voir le système d'information, comment il est fait, et voir sa solution. Par exemple, la majorité des cas les plus connus, si on parle de ERP ou on parle de CRM. Donc, dans ces cas-là, ben, il y a dans chaque CRM des connecteurs spécifiques par rapport à une technologie spécifique avec laquelle on veut faire des connectivités. Aujourd'hui, le nerf de la guerre chez les éditeurs de solutions, c'est d'avoir le maximum de connecteurs. À chaque fois qu'il y a une nouvelle application, je dis n'importe laquelle, hein, je vais dire par exemple Teams. Par exemple Teams, ben, tout le monde sait que Teams est le plus utilisé, ou bien Slack, qui est aussi parmi les outils de messagerie les plus utilisés. Ben, dans ce cas-là, ben, ils sont obligés de rajouter des connecteurs qui permettent de rajouter des notifications, récupérer des messages, avoir un chatbot qui permet aussi de récupérer des messages et derrière générer un événement dans la solution de l'éditeur. Donc, comment dirais-je? Et son rôle, c'est de connaître le maximum de connecteurs et pouvoir les intégrer. Certes, l'intégrateur, pas forcément celui qui développe la solution, mais celui qui a la connaissance un peu large sur plusieurs briques techniques et qui lui permettent de faire les interconnexions entre les différentes applications du système d'information. Pour moi, c'est ça un intégrateur de solutions. Après, il y a un data intégrateur ou data integration aussi. Ça, c'est un autre métier qui est un peu à part. Et ça, en fait, cette partie-là, c'est comment dirais-je, c'est un métier qui permet de gérer le transfert ou bien le transport de la donnée et de l'adapter par rapport à d'autres applications. Donc ça, on peut dire, c'est de la data intégration. Mais c'est un métier à part. Et c'est en fait, on l'appelle souvent soit data intégration, soit ceux qui font du middleware. Donc il y a plusieurs outils qui permettent de faire cette connectivité entre la data. Donc, soit j'ai un API de ce côté-là, j'ai une autre application qui a un API et a besoin de faire la communication entre les deux API, ben, on passe par un middleware, une solution EAI. Donc, Entreprise Application Integration, un truc comme ça, j'ai oublié en fait le terme. Mais donc, c'est une solution qui est centralisée et qui permet d'orchestrer tous les appels et tous les échanges entre toutes les applications. D'accord. Est-ce que ça veut dire que l'intégrateur de solutions, lui, peut travailler que chez l'éditeur ou pas forcément? Alors, quand on dit intégrateur de solutions, c'est quelqu'un qui a une solution déjà. Donc, ça veut dire qu'une solution, ça veut dire que c'est un logiciel qui est déjà préparé, qui est déjà développé et qui vend en fait des licences d'utilisation. Et son travail, c'est permettre en fait que sa solution soit installée et exploitée d'une façon, bien sûr, avec tout l'aspect sécurité, tout ce qui va avec, et qu'elle soit en fait capable de communiquer avec les différentes applications du système d'information. D'accord. Donc là, il a une solution derrière. Après, on peut avoir des intégrateurs solutions qui permettent, en fait, qui connaissent avec leur expérience plusieurs solutions et peuvent faire des intégrations de plusieurs solutions. Tu as un parcours assez riche, un parcours intérieur assez riche autour de la data. Est-ce que malgré cela, tu peux nous parler de ton parcours académique et ton parcours professionnel également? Oui. Alors, moi, j'ai un master en système d'information. Et j'ai eu la première expérience en tant que COBOListe. Donc, j'ai commencé à faire de la data dans le mainframe, donc avec le langage COBOL. Ah oui. Donc, c'est là où, oui, c'est un peu loin, mais ben, ça a été en 2007. Donc, j'ai travaillé sur cette plateforme et je m'occupais en fait de faire des extractions, des collectes de données depuis soit des fichiers mainframe, soit des bases DB2. Et de les charger en fait dans des plateformes data. Et la plateforme sur laquelle j'ai démarré à l'époque, c'était Teradata. D'accord. Voilà. Donc après, j'ai commencé à travailler aussi sur Teradata. Donc j'ai commencé à monter en compétence sur la partie BI. Et bien sûr, il y avait aussi quelques ETL. Donc j'ai commencé sur DataStage. C'était mon premier ETL à l'époque. Après, j'ai fait, bon, bien sûr, donc on est un peu jeune, on a un peu de temps. Donc j'ai commencé aussi à chercher, m'auto-former sur plusieurs ETL, à savoir Talend, Cognos, et à l'époque, c'était SSIS. C'est Microsoft, pour ouais, Microsoft. d'accord. Oui, exactement.
Voilà, donc j'ai vu un peu pas mal de, on va dire, d'ETL différents. Donc il y a des ETL, aussi il y a des ELT. Donc j'ai fait aussi de Oracle Data Integrator ODI, qui est un ELT et non pas un ETL. C'est intéressant que tu parles de ça parce que du coup, tu vas pouvoir nous expliquer un peu la différence entre ELT et ETL avant de continuer sur ton parcours. Alors la différence, elle est simple, c'est que un ETL, il a sa propre, sa propre, on va dire, son propre serveur, sa propre machine. Donc, et tout le travail de la transformation, il est fait sur le serveur de l'ETL, là où l'ETL est installé. Par contre, le LT, c'est toute la transformation, elle est faite côté base de données ou côté data warehouse. Donc, c'est côté SGBT. D'accord. Donc, c'est ça la différence. Donc, comme on dit, ELT, donc on fait l'extraction des sources. Après, on fait de la transformation. Et après, on fait du chargement côté base de données. Avec le ELT, on fait de l'extraction, on fait le chargement et on transforme avec la base de données. Et bien sûr, quand on fait de l'ELT, il faut avoir une compétence primordiale pour moi, c'est le langage SQL. Il faut avoir une bonne maîtrise du langage SQL. Et pour moi, je trouve que vraiment, c'est la base, vraiment la base de la data. D'accord. Alors, comment dirais-je? Je suis passé, bon, j'ai commencé en tant que développeur, à l'époque, on dit développeur BI, de l'époque. Donc, même si j'étais sur COBOL et en même temps sur Teradata, donc en même temps, j'étais dans des projets Business Intelligence. Et après 5 ans, je suis devenu chef de projet. Et en même temps, dans mon périmètre, j'avais aussi d'autres applications web avec du PHP. Donc, il y avait en fait une application qui récupère des données préparées, calculées, des indicateurs depuis Teradata. Donc, je traitais la partie ETL, ELT, chargement de Teradata, donc la partie BI. Et en même temps, de la partie visualisation, j'avais une application web qui était sous PHP et qui avait une petite base de données MySQL et en même temps connectée à Teradata pour récupérer les données précalculées côté Teradata. D'accord. Voilà, donc c'est là où j'ai fait un petit passage de COBOL, de la BI vers le web. Voilà. Et Ok. bien sûr, j'ai fait des auto-formations. C'est ça ce que j'adore en informatique. Je peux dire qu'on a besoin de personne. Ben, tout est sur Internet. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ChatGPT, ben, ça facilite beaucoup le travail et la montée en compétences. Et d'ailleurs, je le dis souvent, hein, il faut pas, surtout, je l'ai dit à mes anciens enseignants, je dis, il faut jamais former sur un langage, mais plutôt former comment devenir autonome, de s'auto-former sur le langage ou la technologie. C'est vraiment ça comment dirais-je, et c'est ce que j'applique aujourd'hui avec les stagiaires avec qui je travaille, les alternants, c'est que je dis, écoutez, moi, je ne vais jamais vous montrer comment écrire un langage ou comment développer un langage, mais plutôt je vais vous dire comment chercher pour que vous soyez de plus en plus autonome. D'accord. D'accord. C'est très important ce que tu as dit là et là, tu as évoqué l'auto-formation plusieurs Oui. fois. Émilie et moi sommes d'accord que l'auto-formation occupe aujourd'hui une place assez intéressante dans un parcours data. Donc, en termes d'auto-formation, est-ce que toi, tu as des outils ou des pistes particulières à nous conseiller? Alors, moi, à l'époque, quand j'étais sur COBOL, parce qu'on était dans une société dans laquelle il y avait des données un peu critiques, on n'avait pas accès à Internet. Donc, ce qui fait, on n'avait que des documents PDF dans lesquels, en fait, on avait toute la documentation, par exemple, de COBOL, pour qu'on puisse chercher comment utiliser le COBOL, comment développer et tout ça. Après, sur Internet, il y en a plein de sites ou plein de forums qui permettent, en fait, d'avoir cette compétence et de trouver, en fait, ce qu'on cherche. Aujourd'hui, par exemple, moi, quand je veux, par exemple, parce que juste pour vous dire, c'est que même si je suis responsable ou manager, je touche toujours à la technique. Donc, je cherche sur Internet, je veux lire un fichier, je veux lire un fichier avec le langage que je veux, Scala, Python, et je fais copier-coller, je teste, ça marche, ça marche. Donc, ça me prend 5 minutes et je trouve le bout de code dont j'ai besoin. Wow. Donc, à l'époque, c'était un peu plus compliqué, ça me prenait plus que 5 minutes. Après, avec le temps, on commence à apprendre un peu jusqu'à 80% les instructions du langage, mais il va toujours nous manquer 20%. Et en plus, quand comment dirais-je, ça s'améliore et il y a toujours des nouveautés, toujours des nouvelles versions, quand à chaque fois on change des instructions, on rajoute des fonctionnalités. Donc, on va jamais maîtriser et apprendre par cœur toutes les instructions du langage. Donc, au lieu d'apprendre le langage, il faut apprendre à chercher sur le langage. Bon, après, il y a un autre aspect, un autre métier qu'on appelle architecte solution, mais ça, c'est un autre métier Ouais. encore. Et aujourd'hui, par exemple, toi, dans tes équipes, enfin, quels sont les différents postes qu'on va retrouver
par rapport, bah, du coup, à l'intégration, data et tout ça? Alors, donc quand on fait de la data intégration, donc on a toujours besoin de développeurs qui savent manipuler la data. Parce que on reçoit la data d'une façon, on va dire, avec des formats hétérogènes, et au fond qu'on les intègre dans un système, soit base de données, soit un data lake, un lake house, n'importe quel système de stockage, qui va et d'une façon structurée et simple à utiliser. Et le rôle aujourd'hui qui en fait qui s'occupe de cette partie-là, on appelle le data engineer. D'accord. Voilà. Avant, on l'appelait consultant BI ou développeur ETL, mais il avait toujours une solution comment dirais-je, prédéveloppée. Donc, c'est la majorité des cas, c'est que des interfaces, c'est que du paramétrage. Oui. Maintenant, sur le cloud, il y a encore des ETL, mais la majorité utilise en fait des développements, soit avec du langage Python, soit avec du langage Scala. Mhm. On peut avoir aussi du Java, aussi, Oui. et qui développe en fait cette partie-là de récupérer la donnée, la transformer, bien sûr s'il y a des contrôles de qualité, des contrôles techniques à faire, donc tous ces aspects-là, et après il doit s'assurer que la donnée elle est propre, elle est bien persiste bien là où il le faut, elle est bien stockée et elle est exploitable. Et bien sûr, l'aspect optimisation de traitement, il ne faut pas que à chaque fois que je récupère des données et les mettre à disposition pour des usages, que le traitement me prend une journée. Donc il faut que le traitement soit voilà, 1 heure, 2 heures, ça dépend de la volumétrie derrière, ça dépend de la technologie. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut pour lesquels en fait le développeur est responsable. D'accord. Et je dis le développeur, le data engineer, Ouais. hein, le développeur data ou data engineer. Et les PO, pour moi, c'est les PO des usages. C'est eux qui viennent exprimer le besoin par rapport à leur usage. Et après, c'est les CP qui essaient de s'organiser. Et on est en mode, même si j'ai des CP, on est en mode Scrum. D'accord. On travaille en mode Scrum. D'accord. Et d'ailleurs, il y a on va dire un mois et demi, on a changé un peu la méthode. On est passé en mode Scrum. D'accord. Voilà. Intéressant. Donc on a c'est l'équipe qui ont décidé, ils ont dit eh ben, Scrum c'est pas trop par rapport à notre contexte qui est un peu compliqué, on a beaucoup de dépendances, donc on a des US qui sont toujours bloqués Mhm. et à chaque fois on n'arrive pas à atteindre l'objectif du sprint. Donc on a dit ok, ben dans ce cas-là, ben, eux ils ont proposé, ben, ils ont fait des recherches, après ils ont proposé ben, on va faire du Scrum bon et on va l'expérimenter. J'ai dit ok d'accord, ben le Scrum aussi il était d'accord, ok allez-y, on va faire du Scrum bon. Et apparemment ça fonctionne mieux. Donc on est maintenant 2 fois plus performant qu'avant. Un point important, Mhm. c'est à l'équipe elle-même de trouver son propre framework ou de l'inventer si c'est nécessaire. D'accord. C'est ça mon point de vue. Moi, je suis pas les frameworks, je les prends pas comme une bible. Non, c'est à l'équipe. Moi, l'essentiel pour moi, je fixe l'objectif, moyen et long terme, et après c'est à eux de s'adapter par rapport à l'objectif et à, bien sûr me demander les moyens s'il y a des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. Mais sinon, c'est à eux de trouver la bonne organisation et c'est aux développeurs, les DevOps, les recetteurs qui sont dans mon équipe qui, qui choisissent. C'est à eux de trouver la bonne méthode. Voilà. D'accord. Donc tu essaies de Donc les. moi, j'impose Ouais. rien. Et même si des fois j'ai des coachs qui essayent un peu d'imposer, non, parce que peut-être qu'il faut encore adapter votre méthode Ouais. pour essayer de travailler avec Scrum, Guide. Je dis non, non, non. C'est à eux de me dire. L'essentiel pour moi, s'ils sont performants, c'est bon. C'est le C'est le plus résultat qui important. compte. Exactement, c'est le résultat qui Ouais. compte. Du coup, ça voudrait peut-être dire que la productibilité d'une équipe dépend aussi de son management, de son responsable d'équipe. Parce que toi, si je comprends, ça veut dire que, comme Émilie l'a dit tout à l'heure, tu as donné cette liberté à ton équipe de faire des expérimentations. Si ça n'avait pas été le cas, ils ne l'auraient jamais expérimenté. Et si ça se trouve, peut-être que la productivité ne serait pas améliorée. Est-ce que tu valides cette assertion ou... Alors, je vais dire, selon ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre du contexte. D'accord. Quand on est dans un contexte où on vient de démarrer, on démarre parce Mhm. que mon équipe elle a démarré en mars 2022. Mhm. Donc lors du démarrage, c'est un peu compliqué. Donc il faut mettre en moins quelques règles pour bien démarrer. Et le temps que tout le monde ait le même niveau, pas forcément d'expérience ou de compétences, mais
presque le même niveau de performance. Et après, avec le temps, et grâce à la rétro, on cherche les améliorations. D'accord. Donc Ok. potentiellement, j'avais mis en place quelques règles, et après ils nous ont dit, bah, ces règles-là, en fait, ils nous aident pas à accélérer, il faut qu'on les adapte, ou bien, j'ai dit, ok, ben, j'enlève carrément la règle, allez-y. Et ça s'améliore. Et moi aussi, en fait, j'essaie de trouver d'autres astuces, ou bien potentiellement changer ma méthode, et je m'adapte avec eux. Mhm. Mais l'essentiel, c'est trouver la bonne vitesse et la bonne, comment dirais-je, ben, atteindre une performance de delivery. Mm. Ça, c'est le plus important. Bien sûr, avec une bonne qualité. J'avais aussi une Oui. question. Tu Mhm. as parlé du fait que vous veniez de démarrer en fait un nouveau projet, donc avec une nouvelle équipe et du coup bah, avec de nouvelles idées et tout ça. Je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour sélectionner en fait les membres de ton équipe. Tu te bases sur quoi? Sur quelles compétences? Sur quel niveau d'expertise pour dire ok j'ai Mhm. besoin de telle personne parce qu'il va m'apporter telle chose, plus tel junior parce que bah, il peut vite monter en compétence sur tel sujet. Comment est-ce que tu fais en fait pour créer bah, ta team pour un projet Alors, spécifique. ça, c'est, comment dirais-je, c'est du, c'est du spécifique. En fait, c'est chaque manager son style. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à son style, par rapport à son contexte. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, bon, on sera une équipe centrale, tout le monde va dépendre de cette équipe. On est une équipe qui communique avec beaucoup de projets différents. Donc, je me suis plus concentré sur les chefs de projet. Je dis, les chefs de projet devraient être des vrais chefs de projet qui sont bons en management, en gestion de projet, pardon, soit Cyclone V et en Scrum, qui ont déjà fait du Scrum. Donc, c'était ça mon premier critère. Après, pour les membres de l'équipe, les autres membres, c'est le mindset. Est-ce qu'ils ont le mindset d'un développeur déjà? Par exemple, pour les développeurs. Le recetteur, est-ce qu'il a le mindset? Je ne parle pas de techno, je ne parle pas de compétences techniques. Je Mhm. parle vraiment du mindset. Ouais. Pour moi, c'était mon critère. C'était le plus important. Si quelqu'un il a la soif d'apprendre, Mhm. je l'accepte dans mon équipe. Et comment tu reconnais Ça, la soif d'apprendre? Parce que tout le monde a la soif d'être embauché. il faut échanger, il faut Ouais. échanger, poser des questions, voir par exemple quels sont ses centres d'intérêt. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait quand il a pas du travail à faire, il fait quoi? C'est ça, en fait, il faut voir en fait son style, en fait, on va dire son style en tant qu'informaticien, en fait. Ok. Et Mhm. surtout, j'aime bien ceux qui jouent aux jeux vidéo. J'aime bien. Donc le reste est éliminé. Non, 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 mais c'est juste que voilà, ben, ça dépend bien sûr des jeux, mais j'aime bien. En fait, ça veut dire que ce sont des jeux, en fait, des personnes qui sont passionnées en fait, ils sont passionnés par le monde, on va dire potentiellement peuvent être des geeks, hein, Mhm. mais voilà. Donc moi j'ai eu cette expérience-là, j'étais aussi joué des jeux et tout ça, et après je me suis dit bon. Peut-être que s'il me ressemble un tout petit peu, ça peut bien se passer entre nous. D'accord. Après, D'accord. et après En chaque tout cas, manager, il a son style, hein, Ouais. donc ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, pour confirmer ce que tu as dit là par rapport au mindset, je l'ai vécu parce qu'en ce moment, j'étais en procédure de recherche de mission et du coup, il y a au moins 3 managers qui m'ont à chaque fois parlé du mindset en fait. Donc, c'est des entretiens qui ont duré que maximum 30 minutes, mais c'est ce truc qu'ils cherchaient en fait derrière le développeur, le codeur. Ils cherchaient cet esprit d'équipe ouais. également. Donc, Ouais. ouais, je pense que Et c'est surtout assez qu'avec le important. temps, ben, on peut avoir des personnes qui vont partir pour plusieurs raisons. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau membre et on a besoin de recruter quelqu'un, ben, là, c'est très important le mindset par rapport à l'équipe. Est-ce que Ça, tu regardes oui. l'objectif de la personne sur le long terme, sur le moyen terme, c'est-à-dire est-ce que la personne a pour objectif de rester jusqu'au bout de la mission ou est-ce que... Non, non, non. D'accord, tu regardes pas forcément ça. Ouais. Non, je pose pas, c'est pas ce genre de questions que je pose. Ok. Moi, alors, parmi les questions que je pose, c'est je donne un cas et je dis voilà, on a un petit problème. Comment tu vas le résoudre? Voilà. Et je le laisse parler. Et je le laisse improviser. D'accord. Et après, moi, je capte. Je capte déjà, est-ce il a une procédure? Est-ce qu'il a une procédure? Est-ce qu'il a une Ah démarche? oui. Déjà, donc ça c'est très important parce que moi, en fait, moi j'étais, comment dirais-je, je travaillais surtout
sur la prod ou bien en mode run. Mhm. Donc, je traitais beaucoup de problèmes, des incidents, je fais de la gestion des incidents, la gestion des problèmes en prod, et j'étais toujours en face des utilisateurs. Donc, il faut à chaque fois qu'il y a un problème, ben, il y a toujours urgent, donc il faut rapidement trouver le moyen pour régler le problème, pour débloquer les utilisateurs. Ouais. Et donc, ce qui fait, moi, je dis, bon, ok, quand je pose ce genre de questions, là, je détecte pas mal d'informations et pas mal de, comment dirais-je, de critères, en fait, qui me permettent de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui peut être autonome, est-ce que c'est quelqu'un qui est procédural, est-ce que c'est quelqu'un il est organisé, est-ce que c'est quelqu'un qui est Mhm. autonome, est-ce que c'est quelqu'un qui va, dès il a un problème, Il apprend la... il voit son Ouais. collègue direct. Ouais. C'est ça l'idée. Et ça, c'est très important. Et pour vous dire, hein, je pose la même question, même à des stagiaires, même à des débutants. D'accord. Je dis, tu as un problème, quelle est ta démarche? C'est tout. Et je le laisse parler, je lui dis même quel langage, je lui précise rien du tout. On a un script, n'importe quel langage, on a un petit problème dans ce script. Vas-y, commence, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais Et chacun, il a, en fait, et vraiment, chacun, il a une réponse différente. Hein. Ouais. Mais après, tu vas détecter, identifier que la personne, à la fin, bah, au moins, il a suivi une démarche, au moins, il a eu les bons réflexes. Bon, je vais pas répondre là tout de suite parce qu'il y a pas mal de réflexes intéressants, mais voilà. Donc, bon, Google, c'est le premier réflexe aussi. Ouais, intéressant. Ben oui, Et est-ce que tu fais souvent des entretiens à distance ou plutôt en présentiel? Qu'est-ce que tu préfères? les deux. Ok. Et dans ce cas-là, J'ai pas de préférence. est-ce que la tenue de la personne, est-ce que le vestimentaire, la façon de se comporter, est-ce que ça compte ou est-ce que vraiment c'est juste c'est le fond que tu regardes et pas forcément la forme? La productivité, c'est le plus important et la performance. D'accord. Peu importe son style vestimentaire, peu importe, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. L'essentiel pour moi, c'est la productivité et la performance. D'accord. Pour toi, quelle est la place du coding game aujourd'hui? Parce qu'il y a il y a des managers ou plutôt des entreprises qui vont proposer de faire du code et tout ça. Toi, déjà, est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Quelle est ta vision par rapport à ça? Ça dépend de. Tu peux me donner des exemples? Alors oui, moi j'ai eu à passer pas mal d'entretiens où on m'a mis en face d'un problème concret, en face d'un développement concret. Donc on me donne une problématique à développer en quelques jours, parfois même en une demi-heure. On te demande de faire du code. Et moi aujourd'hui avec la rétro, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et d'ailleurs aujourd'hui quand un recruteur me demande de faire du code, Tu zappes. je le fais Alors, pas. j'ai eu, à moi, c'était en 2010, je pense, ou 2009. J'ai passé un entretien à l'époque et on m'a demandé de développer. Et il m'a donné son PC, celui qui m'a interviewé, et il m'a dit, ben voilà, je veux développer une fonction qui fait ça, voilà le projet, on a déjà un projet. J'ai regardé le truc comme ça, je lui ai dit, ok, c'était en C# en plus. Je dis ok, j'ai fait copier-coller d'une fonctionnalité qui existe déjà, j'ai changé le nom, Mhm. j'ai mis quelques paramètres, je lui dis voilà. Après lui, il m'a dit ouais, alors déjà, tu as eu le bon réflexe de capitaliser sur quelque chose qui existe, donc tu fais copier-coller vite. Mhm. Donc je l'ai fait en deux minutes quoi. J'ai fait deux trucs en 2 minutes, je dis voilà. Mais par contre, j'aurais pas le temps de tout tester. parce que moi en fait, alors moi j'ai comment dire, c'est mon style de développement on va dire, c'est que je passe 30% en dev et 70% en test. Donc D'accord. je développe vite, mais pour tester, je prends mon temps. C'est intéressant. Donc je lui ai dit voilà, moi je fais ça comme ça. Après bon, il était étonné. Après il m'a dit ouais, mais il fallait quand même qu'on teste et tout ça. Je lui ai dit ben oui, si tu as encore plus de temps, mais ça va me prendre beaucoup de temps pour tester. Voilà. En vrai, c'est... Après moi, alors déjà quand je passe des entretiens, je déteste les QCM. J'ai eu un test comme ça en fait aussi. Alors parce que j'étais aussi consultant, on va dire senior Teradata, développeur senior, et on m'a donné un QCM sur Teradata. Et la personne qui me passait en fait, parce que j'étais au Maroc à l'époque, et la personne qui me passait l'entretien, en fait, il maîtrisait pas Teradata. D'accord. Et je lui ai dit, je lui ai fait la blague, hein, je lui ai dit, ben, il faut me payer en fait pour répondre à ce QCM. Après, il m'a dit pourquoi. Je dis parce que là, en fait, moi j'ai passé 3 mois de formation avec Teradata. Et est-ce que toi, tu as déjà passé la formation chez Teradata? Il m'a dit non. Je dis ben, il faut me payer en fait si tu veux que je te donne les informations.
Mais après, bon, je l'ai fait un peu en rigolant. Ouais. Mais je lui ai dit, moi, je passe pas des QCM, hein. Ramène-moi quelqu'un qui est expérimenté techniquement et je passe avec lui l'entretien Mhm. technique. Il n'y a pas de QCM. Après, moi, moi, j'aime pas ça, hein, D'accord. donc, et je l'impose pas quand je passe des entretiens, je l'impose pas. Moi, je préfère, Mhm. je lui pose si Ouais. je connais pas la technique, je fais appel à quelqu'un qui Mhm. maîtrise la technique et je lui dis, vas-y, viens, pose-lui les questions techniques. Et après, moi, je pose toujours ma D'accord. question existentielle. J'ai un problème. Comment on Mhm. fait? Voilà. Et aujourd'hui, D'accord. qu'est-ce que tu penses du télétravail vs le retour sur site? Ah, ça, c'est un sujet très important, très intéressant. Euh, Quand on fait du télétravail versus sur site. Alors, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont productives sur site. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus productifs en télétravail. Moi, je préfère que les personnes, en fait, qu'ils fassent le choix eux-mêmes. D'accord. Et Ok. l'essentiel, c'est qu'ils cherchent à être productifs. Ils se sentent à l'aise chez elles pour faire, pour faire du télétravail et ils vont être productifs, pourquoi pas? Par contre, s'ils ne se sentent pas à l'aise chez elles et ils veulent, pour elles, ils peuvent venir sur site et ils vont être productifs, pourquoi pas? Mhm. Moi, vraiment, je n'ai pas d'avis. Par contre, je préfère qu'ils viennent au moins d'une façon récurrente sur site, pas forcément une fois par Mhm. semaine, mais au moins rencontrer toute l'équipe. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un Parce jour que, où tout le monde est présent. exactement, parce que il y a un aspect relationnel qui est aussi très très important. Et cet aspect relationnel, Mhm. on l'a un peu perdu avec du télétravail. Sauf, bah, après, il y a des méthodes, il y a pas mal de choses, de mindset et tout ça. Ben, quand on a quelqu'un dans l'équipe, il est toujours avec un statut ne pas déranger, et alors qu'on a besoin de lui, c'est pas top. Alors que quand il est sur site, ben, il est juste à côté, ben, tu peux juste lui poser une question, en une minute, c'est réglé.